Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo spéciale immobilier et plus particulièrement spéciale fiscalité immobilière. On est en plein dedans, c'est la période de déclaration des impôts. On sait à quel point c'est pas forcément le moment le plus sympathique de l'année, c'est pas le domaine qui nous fait le plus rêver et pourtant c'est un domaine qui est fondamental parce que lorsqu'on est négligent concernant cet aspect fiscal, lorsqu'on démarre une carrière d'investisseur immobilier, c'est quelque chose qui va grandement nous porter préjudice par la suite. Ça va se retourner contre nous et ça risque d'avoir des grosses conséquences financières. Donc on se doit d'avoir des notions de fiscalité et pour cela, rien de mieux que de discuter avec une personne dont c'est le métier qui va vraiment nous permettre d'y voir plus clair pour savoir exactement dans quoi on va se lancer. Avant même de démarrer un projet, il faut avoir tous les éléments en main pour prendre la meilleure décision possible. Donc ce sera le cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais interviewer une expert comptable. On va se centrer sur cet aspect d'investissement immobilier pour qu'on y voit plus clair et qu'on sache exactement quelle décision prendre à tel ou tel moment de notre carrière d'investisseur immobilier. Et j'insiste vraiment sur ce dernier point, en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez en ce qui concerne votre parcours d'investisseur immobilier, peut-être que les décisions que vous devrez prendre à ce moment-là ne seront pas forcément les mêmes qu'au début. Peut-être que ce que vous avez mis en place au début ne sera plus suffisant. À ce moment-là, il faudra avoir un nouveau questionnement pour savoir comment s'adapter à tel moment pour continuer à progresser. C'est ce qu'on pourrait presque appeler des problèmes de riches, parce que c'est un peu comme une personne qui se pose la question de savoir comment payer moins d'impôts parce qu'elle paye énormément d'impôts, mais si on paye énormément d'impôts, c'est qu'on gagne forcément plus d'argent que les autres. Donc à ce moment-là, il ne faut pas se braquer en se disant j'en ai marre de payer autant d'impôts, il faut juste se reposer les bonnes questions, il faut peut-être retourner voir son expert comptable pour voir comment s'adapter par rapport à notre situation de l'instant T. C'est vraiment comme ça qu'on doit fonctionner en fait, s'adapter à chaque fois. On l'a déjà expliqué sur la chaîne, c'est une perpétuelle adaptation. Ce qu'on a mis en place au début, peut-être qu'à un moment donné, ça ne suffit plus. Donc c'est tout le temps un nouveau questionnement à avoir. Et pour cela, rien de mieux que de se tourner vers des personnes dont c'est le métier, idéalement des personnes de confiance, qui sauront exactement comment nous guider, idéalement à tel moment de notre parcours d'investisseur immobilier. Donc c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas tout de suite à mettre un maximum de pouces en l'air parce que ça aide énormément la vidéo à être mieux référencée. Ça aide l'algorithme de YouTube à mieux la référencer, à mieux faire connaître également la chaîne. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Et on bascule sur mon écran pour découvrir cette interview. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui Célia qui va nous accompagner pour cette vidéo, qui va nous parler de tout l'aspect fiscalité immobilière parce que tu vas te présenter, mais c'est le cœur de ton métier. Un domaine d'activité qui est souvent soit négligé, soit qui peut faire peur. On aura l'occasion d'en parler, mais déjà un grand merci à toi de faire cette vidéo avec moi. On va dire que c'est le match retour parce qu'il y a eu une vidéo il y a quelques temps durant laquelle tu m'avais interviewé. Donc, je m'étais dit que c'était super intéressant de faire justement cette deuxième vidéo pour parler de ton activité. Donc, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton activité, ton parcours pour qu'on puisse mieux te découvrir? Oui, ben merci beaucoup déjà pour ton invitation, Anthony. Je suis ravie d'être là. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Aujourd'hui, je gère un cabinet d'expertise comptable sur la région bordelaise. On a deux spécialités au cabinet. On accompagne des créateurs, des dirigeants d'entreprises dans la gestion de leurs entreprises. Et on a une partie en spécialité accompagnement des investisseurs liés à leurs projets d'investissement immobilier locatif. Alors, D'accord. je dis spécialité, c'est-à-dire que dans notre métier, on n'a pas de spécialité officielle, mais on gère effectivement, on accompagne beaucoup d'investisseurs qui investissent sous différents statuts, en loueur meublé, SCI, SARL de famille, voilà, toutes les D'accord. structures liées à l'immobilier. Ok. Et alors après, je suis aussi un peu plus attachée à cette partie immobilière, puisqu'à titre personnel également, j'investis dans l'immobilier. Ok. Ça, je pense que pour le coup, ça fait une grosse différence entre, enfin, quand on a vraiment un pied dans le métier et qu'on est soi-même investisseur, je pense qu'on a un regard qui est encore différent. Je pense que tu peux confirmer, je confirmais ça, mais ça permet Mm, de voir qu'on est vraiment dans du concret. Euh, mm, c'est vrai que exactement. souvent, en fait, moi, je t'avais découvert par l'intermédiaire de cette partie immobilière, mais c'est vrai que j'ai vu que tu faisais pas mal de vidéos sur tout ce qui est création d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. D'ailleurs, je rajoute une question, puisque là, une Mm. liste de questions, mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est intéressant, justement, est-ce que tu vois une volonté de créer plus d'entreprises aujourd'hui? Est-ce que tu sens vraiment que de plus en plus de personnes ont cette volonté de démarrer une entreprise
peut-être pour plusieurs raisons, peut-être pour devenir, comme on dit, son propre patron, peut-être pour changer de carrière, peut-être pour vraiment découvrir de nouvelles choses, se lancer un nouveau projet. Est-ce que tu vois vraiment une accélération de création d'entreprise ou est-ce qu'on est vraiment sur une lignée depuis un certain temps? Ah non, je pense qu'effectivement, actuellement, il y a vraiment une très grosse dynamique de création d'entreprise. Alors, depuis quelques années déjà, créer une entreprise ou être entrepreneur, c'est un peu à la mode. Mhm. Et les choses ont été accélérées, je pense, avec le Covid, où beaucoup de personnes se sont un peu remis en question, étaient salariés, se sont posé des questions sur l'intérêt, leur intérêt pour leur travail, les contraintes qu'ils avaient en termes de déplacement. Donc, beaucoup de personnes se sont un peu remis en question et il y a eu énormément de création d'entreprises sur cette période. Donc, au contraire, là, le Covid et tout ce qui s'est passé, ça a vraiment accéléré le projet de beaucoup de personnes. Donc, nous, on a vu vraiment les créations d'entreprises s'accélérer là depuis quelques années. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que là, on parle des dernières années, mais vu que je pense que tu as du recul par rapport à tout ça, est-ce que tu constates comment dire, au niveau des chances de réussite d'une entreprise, si on essaie de discuter de ça, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre démarrer une entreprise et réussir à vivre de son entreprise, à la faire, Mm. à développer, en fait, comme on peut très bien faire une différence entre investir dans l'immobilier et réellement réussir dans l'immobilier, ce qui est deux choses Mm. différentes. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ce parcours de créateur d'entreprise et quelles sont les différentes difficultés que tu constates? Alors, en fait, c'est que sur cette partie, là, justement, liée au Covid, on a eu beaucoup créations d'entreprises qui ont été subies. C'est-à-dire qu'on a eu des personnes qui se sont retrouvées, à Pôle emploi et effectivement qui se sont dit: «Mais pourquoi pas, tenter ma chance?» On a eu, voilà, 2 types de créateurs. On a des personnes qui se sont retrouvées devant le fait accompli et qui n'étaient pas forcément préparées, pour lesquelles c'était pas forcément un souhait. Et après, on a par contre des personnes qui déjà avaient ce projet en tête depuis longtemps et se sont dit, bon, ben, c'est maintenant ou jamais, j'avais cette idée en tête, j'étais pas passée à l'action, mais là, c'est l'occasion de le faire. Donc, je pense que dans tous les cas, quand la création d'entreprise est subie, c'est toujours difficile. Mhm. Le mieux, effectivement, c'est déjà de se préparer. C'est un travail de longue haleine parce qu'effectivement, il faut être prêt, il faut bien réfléchir son projet, définir ce que l'on veut faire, définir son offre. Enfin voilà, il y a quand même un cheminement, un questionnement à se poser. Mais ensuite, de toute façon, moi, c'est ce que je dis à des créateurs d'entreprises. Souvent, en fait, on n'a rien à perdre. On se met souvent quelques freins, quelques barrières limitantes, mais souvent, la grande chance, c'est qu'en France, on dispose d'un dispositif, c'est Pôle emploi, où on peut créer son entreprise avec très peu de risques. C'est-à-dire qu'on peut commencer en gardant ses droits Pôle emploi pendant 2 ans, quasiment 2 ans, si on a cotisé pendant 2 ans. Et ça permet de lancer et de tester en tout cas son projet Ouais. pendant 2 ans. Et si ça fonctionne, de toute façon, on le voit, hein, 2 ans, ça reste, c'est à la fois court et long, mais ça permet de voir si effectivement il y a une bonne dynamique sur l'activité, si on va être capable de générer des revenus stables ou si au contraire c'est trop compliqué et effectivement c'est pas adapté, le projet n'est pas adapté ou à sa vie personnelle ou effectivement l'activité ne convient pas, ne se développe pas. Et c'est vrai que pour le coup, on peut faire même un parallèle avec l'immobilier, avec les personnes qui vont se lancer parce que c'est un peu à la mode, parce qu'ils ont entendu que Mm. c'était vraiment que la chose qu'il fallait faire. Et des personnes qui ont vraiment mûri un projet, qui ont ça en Mm. tête depuis un certain temps. C'est exactement ce que tu viens de dire pour la création d'entreprise. Donc là, ça permet de faire une bonne transition justement sur Mm. la partie immobilière. La première question que je voudrais te poser, c'est directement lié à ton activité. À ton avis, pourquoi la fiscalité, ça fait soit peur, soit c'est une partie qui est totalement négligée lorsqu'on s'intéresse à l'immobilier? Pourquoi c'est pas la chose qu'on a en premier dans la tête? Ah, ça, si j'avais la réponse, non. Je pense que déjà, effectivement, parfois consulter un expert comptable, ça fait peur. Nous, on le voit, on a des gens qui viennent nous voir, effectivement, qui étaient un peu effrayés à la base et juste par peur, en fait, ne n'ont pas consulté, ne sont pas allés voir un expert comptable. Et effectivement, et pour nous, c'est un petit peu les erreurs classiques que l'on rencontre, c'est-à-dire que si on commence un projet pour lequel on a laissé de côté la fiscalité, on peut passer d'un projet qui est rentable à un projet qui ne l'est plus, en fait, concrètement.
Donc, effectivement, la fiscalité, c'est un élément important à intégrer dans son projet, mais dès le démarrage, dès qu'on fait le point, effectivement, sur le calcul de sa rentabilité, de ses dépenses, etc., pour savoir quel sera le niveau de fiscalité associé à son projet et l'intégrer dans son calcul de rentabilité. Donc, pourquoi je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression quand même que les choses se démocratisent, Ouais. notamment grâce à toute l'information que l'on voit circuler sur Internet, sur YouTube. On trouve aujourd'hui déjà beaucoup de renseignements. Si on veut se former seul, on a accès à beaucoup d'informations, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et les choses aussi se démocratisent parce qu'en plus, souvent, nous, on reçoit en général sur un premier rendez-vous gratuitement, donc il n'y a pas d'engagement spécifique, il ne faut pas avoir peur d'aller voir un expert comptable ou après un avocat fiscaliste. Et en plus, sur un projet qui peut être significatif, vous risquez de perdre de l'argent à ne pas le faire en fait. Parfois, il vaut mieux payer une consultation et partir sur quelque chose qui sera adapté à sa situation plutôt que de commencer sans y connaître et Ouais, c'est effectivement ça, se ouais. rendre compte qu'après, c'est un peu tard, quoi. C'est ça que pour le coup, en fait, les conséquences, elles sont financières et elles peuvent très vite Mm. arriver. Et c'est vrai, quand on part avec quelque chose qui est bancal, en fait, c'est un projet qui peut vite se transformer en quelque chose de négatif. Au niveau de, justement, tu as commencé à en parler, mais quelles sont pour toi les plus grosses erreurs? Quelles sont les plus grosses erreurs que tu vois, soit des personnes qui te consultent pour la première fois, soit des personnes qui ont déjà commencé à investir? Qu'est-ce que tu vois comme principales erreurs dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier? Alors souvent, le plus classique, même si aujourd'hui, voilà, du fait de cette information sur internet, on entend parler beaucoup de la location meublée, de ce statut qui est très intéressant. Nous, on voit encore certaines personnes qui parfois ont des biens, mais depuis de nombreuses années, qui louent leurs biens en location nue. Le bien est détenu en nom propre et en fait, ils payent beaucoup de fiscalité. Ouais. Et à un moment donné, quelqu'un leur a dit, mais il faudrait peut-être que tu consultes quelqu'un pour voir s'il n'y a pas un moyen d'optimiser la fiscalité, puisque la fiscalité devient vraiment trop importante. Concrètement, on est fiscalisé sur des situations comme ça, parfois sur de l'argent, sur des flux de trésorerie que l'on n'a pas. Et en fait, on est vite arrêté dans ces projets d'investissement locatif du fait de la fiscalité. Donc, l'erreur classique, c'est souvent des personnes qui ont commencé à investir, qui se sont posées aucune question, qui ont loué leurs biens en nu et en fait qui se rendent compte au bout d'un an, 2 ans, enfin voilà, de quelques années qu'ils payent énormément de fiscalité et que ça les bloque effectivement pour poursuivre leur investissement. D'accord, ouais, ça c'est vrai que c'est une grosse erreur et après, voilà, on peut toujours corriger certaines erreurs, mais c'est vrai que ça peut, certaines fois presque, faire abandonner certaines personnes qui se disent: «L'immobilier, c'est pas fait pour moi» ou «J'ai du mal à Mm. investir» ou «J'y arriverai jamais». Donc c'est vrai que de toute façon, tu insistes là-dessus, mais ça c'est la première chose à faire, c'est d'aller consulter, on dirait que c'est aller consulter un psy, mais aller consulter un expert comptable pour voir exactement si, ce qu'on a déjà en tête, c'est, vraiment quelque chose qui est solide ou alors si on part avec, aucune connaissance, de vraiment, se fier à quelqu'un qui est dans son domaine d'expertise et qui va pouvoir nous conseiller pour vraiment partir dans la bonne direction. Heu donc c'est vrai que ça, c'est une grosse erreur. Moi, à titre personnel, c'est clair que c'était pas le premier truc que j'avais en tête lorsque je commençais à m'intéresser à l'investissement immobilier. C'est, la fiscalité, c'est pas le truc qui fait le plus rêver. Je suis désolé pour toi, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Je comprends bien, je comprends bien. Heu, d'ailleurs, si on rebondit par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as cité la location meublée, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été, de plus en plus évoqué au fil des dernières années. Quelles sont pour toi les, si on parle de manière plus large, mais après on peut se centrer sur le meublé, les étapes essentielles à respecter pour vraiment partir sur, des bonnes bases? Par exemple, quelqu'un qui a aucun appartement, qui a aucun bien immobilier, qui s'intéresse, qui a, de quoi investir, sa banque, est prête à le suivre. Par quoi il faut commencer? Quelles sont les étapes les plus importantes pour avoir une base solide, en termes de fiscalité? Alors déjà, oui. Alors au préalable, tu l'as dit, effectivement, je pense qu'il faut valider sa situation avec sa banque ou un courtier en prêt immobilier pour voir effectivement combien on peut prétendre, combien on peut emprunter en fonction de sa situation personnelle, puisqu'en plus, aujourd'hui, le financement, ça devient vraiment une problématique centrale pour l'investissement immobilier. Voilà, il faut savoir si la banque déjà va vous prêter. Ensuite, il faut se confronter à la réalité du marché. Donc, il faut définir c'est un peu comme un projet de création d'entreprise, en quelque sorte. C'est Il ça. faut définir un marché, regarder effectivement, étudier le marché, savoir quel type de bien, sur quel type de bien on risque de partir,
étudier les prix dans la ville, les commodités et déjà commencer à faire quelques calculs, on va dire, de pré-rentabilité. Voir le prix du bien, le montant des travaux, le montant que le prix, en fait, le prix locatif au niveau du secteur. Donc déjà, c'est voilà, commencer à avoir un petit peu toutes les informations financières et après enclencher les visites. C'est passer de la théorie à la pratique. Et effectivement, pour nous consulter, le mieux, c'est de nous consulter en fait quand vous êtes en train de faire des visites. Quand vous avez par exemple un bien précis, vous êtes allé le voir, vous dites, ben voilà, le prix d'achat, il est de temps, j'ai tant de travaux à réaliser, voici quelles sont mes charges, taxes foncières, charges locatives. Il faut avoir déjà tous les éléments quand même potentiellement chiffrés pour que nous, on puisse justement après pouvoir faire une petite simulation pour estimer le niveau de fiscalité. Donc, je pense que c'est bien de nous consulter, soit au moment où on fait les visites, soit au moment où on souhaite se positionner en fait sur un bien immobilier. D'accord. C'est vrai que c'est pas la chose à laquelle on pense tout le temps, mais parce qu'on est tellement la tête plongée dans les visites, on pense aux artisans, faire des devis, mais c'est vrai Mm. que c'est pas forcément le réflexe qu'on a. Mais tu as tout à fait raison, c'est ce qui nous permet de voir exactement si ce qu'on avait en tête est vraiment si intéressant que ça, parce que parfois ça peut être l'inverse. On peut se dire, bah, finalement, en parlant avec une experte ou un expert dans le domaine de la fiscalité, je me rends compte que c'est pas forcément très intéressant pour moi. Donc, je vais partir sur autre chose. Ça, c'est un très bon conseil, hein. Je me l'appliquerai à moi-même parce que c'est pas la chose que j'aurais en tête à ce moment-là. Euh, par rapport notamment à la location meublée, il y a des étapes en fait qui sont des démarches qui sont obligatoires avant de se lancer dans la location meublée. Est-ce que tu pourrais rappeler vraiment la base de la base, hein, quand on souhaite investir dans Mm. l'immobilier, qu'on souhaite partir dans la location meublée, quelles sont les étapes à respecter pour vraiment ne passer à côté de rien qui pourrait être préjudiciable par la suite? Mm. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on achète en nom propre, on va avoir deux fiscalités qui sont complètement différentes. Si on le loue en meublé ou si on le loue en nu. Si on loue un bien en nu, on est ce qu'on appelle sur des revenus fonciers. Et concrètement, là, la fiscalité va être vraiment en défaveur de l'investisseur. C'est-à-dire qu'en dehors de certains travaux spécifiques et encore la première année où on peut imputer un déficit, en dehors de ça, la problématique, c'est qu'il y a très peu de charges déductibles en location nue. Donc, en fait, on prend les loyers schématiquement, on retranche les quelques charges que l'on paye au réel, taxes foncières, charges de copropriété, et on arrive à un résultat. Et ce résultat, il est nécessairement positif, hein, en dehors de travaux spécifiques. Et ce résultat, il est fiscalisé à deux choses, à sa tranche marginale à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et la difficulté sur ce type de fiscalité, c'est qu'en fait, souvent quand on investit dans l'immobilier, on fait appel aux prêts bancaires. Donc en fait, on reçoit un loyer, mais en contrepartie, on rembourse son crédit immobilier. Donc on n'a pas forcément de trésorerie liée à la gestion de ce bien immobilier. Sur ce type de fiscalité, en fait, ça revient à payer de la fiscalité sur un flux de trésorerie que l'on n'a pas. Et donc, c'est ça vraiment la difficulté de ce régime. C'est pour ça qu'on oriente plutôt vers une location en meublé. Donc ça, c'est un statut fiscal que l'on peut en prendre lorsque l'on achète le bien en nom propre, où on peut déduire sur un régime réel un certain nombre de charges, donc les mêmes charges pour la location nue, mais en contrepartie, on peut également déduire ce qu'on appelle l'amortissement du bien immobilier. C'est-à-dire concrètement, en fait, on prend la valeur du bien et on passe une partie de sa valeur en charge chaque année. Et ça va réduire en fait l'assiette annuelle imposable, en fait, concrètement. Donc voilà, déjà c'est pour avoir en tête un Ok, peu ouais. les deux schémas et voir l'intérêt de, parce qu'on parle, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Grâce au mécanisme de l'amortissement, parce que quand on fait de la location meublée, on est ce qu'on appelle sur une comptabilité assimilée commerciale. Donc, comme pour une entreprise classique, d'ailleurs, c'est pour ça que l'on intervient au régime réel, on doit tenir une comptabilité. C'est pour ça qu'on doit faire appel ou qu'on fait appel à un expert comptable. Il n'y a pas d'obligation, mais en revanche, on a une obligation de tenir cette comptabilité chaque année, si on est sur ce régime réel. Donc, déjà, voilà, quand on a bien compris le fonctionnement, le mécanisme, c'est que ça va être intéressant à la fois si on fait des travaux, puisqu'on va pouvoir déduire ces travaux,
sur plusieurs années, mais à la fois, rien qu'en investissement sur un bien immobilier, puisque le bien a une certaine valeur qui va passer en charge, en fait, concrètement. Ok, Alors ensuite, dans les prérequis, c'est un statut qui est assez simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire simplement vous achetez le bien en nom propre et à partir du moment où vous proposez un bail de location meublée, vous aurez le droit d'appliquer ce régime. Donc il faut simplement que le bail soit conforme, c'est-à-dire qu'il propose tout le mobilier pour permettre aux locataires de vivre dans le bien. En fait, il y a une liste qui est définie par la loi. Et à partir du moment où le bail est réglementaire, le bail est meublé, on peut adopter ce régime fiscal. Concrètement, en termes d'obligations, il faut ensuite s'immatriculer en principe dans les 15 jours du début d'activité. ok, Donc, c'est-à-dire dans les 15 jours normalement de la signature chez le notaire, puisqu'on marque le début d'activité à la date de signature chez le notaire pour pouvoir déduire les frais de notaire. Donc ça, c'est la première règle. Donc, c'est demander son immatriculation. On obtient un numéro sirène comme une entreprise classique. Et ensuite, chaque année, en fait, il faut faire un bilan, un compte de résultat, ce qu'on appelle une liasse fiscale que l'on va transmettre aux impôts. d'accord. Et dernière chose, dernière obligation légale, une fois que ce bilan et ce compte de résultat sont réalisés, on doit reporter un chiffre en fait au niveau de sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu, soit un bénéfice, soit un déficit. On a un chiffre à reporter simplement. Ok, c'est hyper intéressant, hein, tout ce que tu rappelles. Effectivement, on a une liste de mobilier. Effectivement, il faut se poser la question de savoir pourquoi on part dans ce régime-là, parce que c'est vrai que des fois, on a ça en tête, mais on ne sait pas toujours le justifier. Donc là, c'est c'est ce que tu as fait en répondant à cette question. Donc après, c'est vrai qu'on a vu se développer énormément cette location meublée. Après, on peut toujours se poser la question de savoir si c'est un régime qui va perdurer. Là, on voit que ça, il y a déjà eu des évolutions, hein, par rapport Hmm. au LMNP, LMP. Est-ce que tu pourrais juste nous toucher deux mots par rapport à ça, par rapport à l'évolution que tu as vue sur ces dernières années? Quelle est la tendance en ce moment? Et on va pas rentrer dans les raisons qui expliquent ces changements-là, mais Hmm. juste le constat par rapport à l'évolution qu'il y a eu. Alors oui, ce régime LMNP, effectivement, c'est un régime déjà qui est vraiment très intéressant pour commencer à investir parce qu'il cumule beaucoup d'avantages en fait. Par contre, c'est vrai que ces dernières années, il a été contraint. Donc on parle beaucoup de la réforme de ce régime, mais il perdure depuis de nombreuses années actuellement. Il a déjà été contraint. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Il y a la partie saisonnier. Quand on fait du saisonnier, il faut avoir en tête le seuil de 23 000 euros parce que si on dépasse 23 000 euros de recettes, en fait, on doit s'affilier aux cotisations sociales. Donc ça, c'est une première contrainte parce que ça va réduire votre rentabilité. Vous pouvez avoir des cotisations sociales qui sont assez élevées puisqu'on est sur des biens qui vont être assez rentables en termes de résultats. Donc ça peut vraiment impacter de manière significative ceux qui font de l'exploitation saisonnière. La deuxième contrainte vient lorsque l'on passe ce qu'on appelle en régime loueur meublé professionnel, en LMP. Et pour ça, effectivement, il y a deux critères cumulatifs. Donc le premier, même chose, c'est dépasser 23 000 euros de recettes à l'année et que ça dépasse les revenus de son foyer fiscal. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui on a des appartements, on loue pour 40 000 euros de revenus à l'année, mais qu'à titre personnel, au niveau de sa déclaration d'impôt sur le revenu, madame, monsieur, vous déclarez 50 000 euros de revenus professionnels, vous êtes toujours non professionnel. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça, avoir en tête ces deux seuils. Si on fait du saisonnier, c'est 23 000 euros. Là, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et ensuite, en dehors de ça, sur de la longue durée, il y a le passage en professionnel avec ces deux seuils. Et ce que ça implique en professionnel, c'est que donc on n'est pas sur le même régime de plus-value lors de la revente. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut s'affilier aux cotisations sociales. Donc, c'est une contrainte complémentaire. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Parce que là, tu parles de location saisonnière. On voit aussi que le marché de la colocation est touché par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont exploité des appartements en colocation avec du coup un certain montant de revenus à l'année. Et je pense que beaucoup de personnes sont concernées par comment dire, ce changement de LMNP en LMP du fait du total en fait de revenus Mm. à l'année. Donc en fait,
concrètement, soit on se dit, bah, il va falloir que j'augmente mes revenus. Par exemple, si je suis salarié, je vais essayer d'augmenter mon Mmh. revenu salarié pour être toujours au-dessus de mes revenus fonciers, mais c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un justement qui est dans ce cas-là, qui a des appartements en colocation et qui a deux doigts de basculer sur ce régime LMP? C'est pour ça, voilà, il faut vraiment faire le point avant l'achat, en fait. C'est-à-dire que quand, en fonction de sa situation personnelle, on sait que sur le prochain achat, en fonction des données, actuelles, soit on passe professionnel et ce que ça implique, c'est qu'il faut estimer le coût, en fait, le coût fiscal de ce passage en professionnel. Soit on veut rester non professionnel et pour rester non professionnel, on continue à investir, mais avec des sociétés on investit via une SCI qui permet d'éviter de basculer professionnel. En tout cas, il ne faut plus investir en nom propre. Donc, c'est pour ça, chaque situation est particulière. C'est pour ça qu'on renvoie toujours au fait de consulter, parce que c'est Ouais. difficile de faire des réponses assez généralistes. Mais en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question à chaque fois qu'on fait un investissement. Pour le prochain investissement, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je reste non professionnel ou est-ce que je risque de basculer professionnel? Si je risque de basculer professionnel, eh ben, quel est le coût en fait? C'est ça. Est-ce que je bascule professionnel et je sais combien ça me coûte à l'année, je suis OK? Ou est-ce que j'investis en société justement pour éviter ce passage? C'est vraiment ça, hein, c'est hyper intéressant toujours d'avoir un coup d'avance, d'anticiper parce que c'est vrai que les personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées, c'est les personnes qui réagissent en fait, qui sont Mmh, dans la réaction, qui réfléchissent après et c'est vrai que pour le coup, ça peut avoir des conséquences. Tu as raison, hein, parce que c'est, un parcours d'investisseur immobilier, c'est jamais totalement linéaire, il y a des mmh, choix à faire. C'est pas parce qu'on a commencé de telle façon au début que c'est forcément, ce qu'on va faire tout le temps. C'est, à chaque fois des questions à se poser et c'est pour ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis à chaque fois de se dire: «OK, je suis à tel stade dans mon parcours d'investisseur immobilier, mmh, le prochain achat, sous quelle forme je le fais?» Savoir exactement pourquoi on va faire ce choix-là. Moi, je suis exactement dans cette situation-là, hein, donc là, quand tu c'est bien, ça fait une petite, aussi transition par rapport à cette, notion de SCI, de savoir, parce que moi, on va donner mon cas concret, hein, on va essayer de de partir sur un exemple. mmh, Moi, j'ai acheté, tout en nom propre. Moi, j'ai mmh, un appartement en nom propre, juste à mon nom et 3 appartements avec ma compagne et là, du fait des 2 colocations qu'on a, donc sur les 4 appartements, on en a 2 en colocation. C'est vrai que je suis à 2 doigts, en fait, de basculer LMP. Par rapport à ça, quelle est pour toi c'est quoi, en fait, concrètement, la différence de basculer en SCI? Quel est l'avantage lorsqu'on arrive à ce stade-là, de se dire: «Là, si je fais rien, je vais, basculer dans le régime LMP». Pourquoi j'ai mmh. tout intérêt à basculer en SCI, par Mmh. rapport à ça? Heu, alors déjà, oui, juste pour rebondir sur ta question, tout Ouais. à l'heure, j'avais pas forcément pensé à ça, mais dans les erreurs les plus fréquentes, c'est les erreurs aussi les plus fréquentes, c'est pas anticiper et effectivement, parfois, nous, on vient nous voir, sur, des personnes qui ont beaucoup investi, par exemple, font du saisonnier et sont déjà au-delà des seuils Mmh. et nous, quand on vient nous voir a posteriori que les choses sont déjà en place, on peut rien faire. Enfin, il y a peu de choses à faire, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se poser la question avant d'investir. Et nous, nos clients, c'est ce qu'on leur dit quand voilà, ils ont tant de biens, quand ils vont acheter un nouveau bien immobilier, qui nous consultent avant, hein, qui nous disent effectivement, je vais me positionner sur tel bien, ben, quel est l'impact pour moi? Est-ce que ça risque de me faire changer de régime ou pas, en fait? Ça, c'est vraiment des questions importantes à se poser. Alors pour ta situation, toi, tu risques de basculer en professionnel, donc tu es dans ce cas-là. Donc déjà, voilà, c'est ça, les conséquences en termes de passage en loueur meublé professionnel, ce que ça va impliquer, c'est qu'à minima, tu vas avoir une affiliation sociale auprès du régime des indépendants, la sécurité sociale des indépendants, le SSI. Tu vas avoir à minima 1 200 € de cotisation sociale à payer par an. Ça, c'est si tu es en déficit ou à l'équilibre. Donc ça, c'est au niveau fiscal, en fait. Il faut regarder ta dernière liasse fiscale, regarder si tu étais en déficit. Si tu étais en déficit, tu aurais au moins 1 200 € de cotisation sociale à payer en plus. Mmh. Par contre, si tu es en bénéfice, l'impact des cotisations sociales peut être beaucoup plus lourd puisque les cotisations sociales sont appelées sur le résultat annuel, sur le résultat fiscal. D'accord. On va dire, elles vont représenter à peu près 45 du résultat fiscal, mais après, ça va être une charge qui va être déductible. Donc, en gros, pour te donner une estimation, ça risque de représenter, au final à peu près 35 de charges, sociales sur ton résultat.
Donc, ça peut être très impactant Ouais. si on a des exploitations qui sont rentables, très rentables. Donc, colocation, location saisonnière. Ça peut être vraiment problématique le passage. En tout cas, ça peut être très coûteux. Si on est sur des exploitations qui sont vraiment à l'équilibre, qui génèrent peu de résultats annuels, bon, le coût, il sera de 1 200 € par an, en fait, hein, concrètement. Ça, c'est pour la partie cotisation sociale, le premier impact. Et le deuxième impact, ça sera pour le calcul de la plus-value à la sortie. Si tu es professionnel, alors en fait, la plus-value à la sortie, c'est on regarde l'année de la vente, son statut. Est-ce que l'on est professionnel ou non professionnel? Ok. Si on est non professionnel, c'est la plus-value des particuliers qui s'applique, avec des abattements pour durée de détention. Si on est professionnel, c'est un autre calcul qui s'applique. Il y a une plus-value long terme, une plus-value court terme. Bon, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut faire des estimations. Il y a des cas d'exonération également, mais le calcul est différent. C'est surtout voilà, lors de la revente, en fait. D'accord. Donc, et si on fait un point par rapport à la SCI, en fait, qu'est-ce que ça permettrait justement quand on est dans ce cas-là, en quoi on aurait intérêt à peut-être basculer sur cette solution-là? Alors, la SCI, déjà, il faut se dire, la question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est des revenus complémentaires? C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin d'appréhender ces revenus ou est-ce que c'est effectivement de développer aujourd'hui ton patrimoine, ne pas forcément toucher à ces revenus? Si sur un nouvel investissement, tu investis et tu te dis, mais moi, je n'ai pas forcément besoin de ces revenus, la SCI, ça peut être une option, en fait, parce que ça va éviter de passer aux cotisations sociales, Mhm. d'être qualifié professionnel, et les revenus vont être encapsulés sur la SCI, sur la société. Si jamais tu fais des bénéfices, il y a quand même des possibilités de prendre l'argent. Il faut se verser des dividendes, on a une fiscalité dessus, on peut les prendre. Mais effectivement, si ces revenus à aujourd'hui, ce sont simplement, il n'y a pas d'intérêt à ce que tu les perçoives à titre personnel, la SCI peut être une bonne solution puisque ça va permettre justement d'encapsuler tous ces revenus et d'éviter d'avoir une fiscalité en nom propre. D'accord. C'est c'est vraiment intéressant tout ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est pas forcément j'arrête pas de le dire depuis le début, mais c'est pas les choses qu'on a l'habitude d'avoir en tête lorsqu'on découvre l'investissement immobilier parce que voilà, on en a déjà parlé de toute façon, même quand tu m'avais interviewé. Il y a le côté démocratisation de l'investissement immobilier sur Internet qui est très très bien, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté où parfois on est amené à peut-être rêver un peu trop sans prendre en compte la réalité de ce qu'est un investissement Mm. immobilier, de ce qu'est l'enchaînement d'investissement immobilier, surtout quand on a par exemple des personnes qui d'un seul coup se disent je vais remplacer peut-être mon salaire par des revenus Mm. dans le domaine de l'immobilier. Après, voilà, chaque cas est différent, mais c'est vrai que c'est hyper important, comme tu le dis depuis le début, de savoir exactement dans quoi on met les pieds, d'anticiper, d'avoir vraiment des fondations qui sont solides plutôt que de se dire je pars un peu avec les yeux fermés, ça marche bien au début et d'un seul coup, je vais me retrouver face à un mur. Et c'est un mur qui peut faire très mal parce qu'on peut avoir passé 2, 3 ans, ça se passe bien, et d'un seul coup, on se retrouve face à une situation financière compliquée. Donc, très intéressant ce que tu viens de dire sur la SCI. Après, là, voilà, on est déjà sur peut-être un stade avec quelques appartements. Quand on commence à basculer sur ce potentiel régime LMP, c'est qu'on a déjà mis un pied dans l'investissement. Donc, Mm. mais c'est bien d'avoir déjà quelques coups d'avance en fait Mm. par rapport à tout ça. Justement, par rapport à là, j'aimerais bien faire une petite transition sur tout ce qui est les nouveaux investisseurs immobiliers, parce que là, on a vu arriver ces dernières années des personnes qui se sont intéressées à ça. Par Oui. rapport à ce qu'on disait un petit peu avant qu'on démarre l'enregistrement, ce mythe un petit peu parfois du zéro impôt avec peut-être des personnes qui se mettent vraiment en tête de ne jamais payer d'impôts en termes d'investissement immobilier. Mm. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être ça peut vite nous faire réfléchir de la mauvaise façon, ou est-ce que c'est vraiment Mm. quelque chose qui est possible? Quel est ton avis par rapport à ça? Oui, le mythe zéro impôt, c'est un peu un dérivé de certaines formations qui sont présentées. Effectivement, il y a ce régime loueur meublé pour commencer à investir qui est vraiment intéressant et qui va permettre de limiter la fiscalité. Par contre, si on est sur des exploitations qui sont très rentables, ça ne l'annule pas totalement. On ne peut Mmh. pas
Et donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt bon signe. Si en utilisant ce régime et ces mécanismes, vous payez de l'impôt, ça veut dire que vous êtes sur quelque chose qui est très rentable et vous allez avoir de la fiscalité. Donc après, c'est même chose, il faut faire une simulation. En fait, nous, quand on vient nous voir avec les données chiffrées, on fait une rapide simulation et ça nous permet de répondre à la question, est-ce que sur ce projet-là, vous allez payer de l'impôt ou pas? Donc, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que sur une rentabilité moyenne, en général, grâce au régime de loueur meublé, enfin moyenne, on va dire, peut-être si vous êtes à 5-6%, vous n'allez pas forcément payer de fiscalité pendant quelques années. Alors après, il faut avoir les données, les éléments précis. Si on est sur des exploitations très rentables, colocation, location saisonnière, dès la première année, vous pouvez payer de la fiscalité parce que l'amortissement ne permet pas de tout gommer. Alors après, il y a des mécanismes où on peut les premières années passer en charge les frais d'acquisition du bien, ce qui permet de créer un déficit sur les premières années. Bon voilà, il y a quelques options à Ouais. effectivement échanger qui permettent de limiter la fiscalité les premières années, mais si on est sur des biens très rentables, la fiscalité ne sera pas nulle. Il ne faut pas avoir ça en tête. Hein. Et après, il ne faut pas se borner à ça, hein, puisque la fiscalité, c'est l'un des éléments de calcul de sa rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir vraiment comme un entrepreneur. On a telle charge à payer et l'impact fiscal. Après, ça fait partie du jeu quand on investit en France aussi. Hein. C'est ça, c'est vraiment une phrase que j'adore. En fait, ça fait partie du jeu parce que c'est vrai que c'est quelque chose à intégrer. Et comme tu le dis, il ne faut pas en faire une obsession de se dire que je Oui. veux absolument ne pas payer d'impôts. Comme tu l'as dit au tout début de ta réponse, c'est presque bon signe parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on est sur des projets qui sont rentables. Après, si on va plus loin, c'est aussi lié à la gestion qu'on va avoir de ses finances parce que c'est vrai que si on commence à, à claquer tout son argent parce qu'on est dans une euphorie de projets qui marchent bien, on en avait déjà parlé, mais c'est un état d'esprit en fait de savoir Mm. exactement si je veux vraiment construire un patrimoine sur des bases sereines ou est-ce que je suis vraiment dans le côté je m'enflamme un petit peu. Même ça, c'est compliqué hein, parce que des fois, c'est de l'inconscient. Moi, ça m'est arrivé au tout début hein, quand j'ai commencé à investir. C'est vrai qu'on est dans l'euphorie, on se dit, waouh, ce que j'ai mis en place sur le papier, ça se transforme réellement en quelque chose de rentable sur le Mm. terrain. Mais j'avais toujours une partie de moi qui me disait, fais attention, essaie de vraiment. Là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, ça dépend aussi de si on a besoin de cet argent tout de suite ou si c'est vraiment dans une optique de construction de patrimoine. Je sais que j'ai jamais eu l'intention de me servir de cet argent tout de suite. Et je trouve que ça met déjà moins de pression parce que c'est comme si cet argent n'existait pas dans ma tête, en fait, même si je sais très bien qu'il est là. Mais je n'ai pas eu cette volonté, même inconsciente, d'augmenter mon train de vie. Et je pense que c'est ce qui met beaucoup de personnes en difficulté, c'est Mm. cette gestion en fait de l'argent qu'on peut rentrer dans les premières années. Mm. Si il me reste deux questions pour terminer. Mm. Par rapport à par rapport à ce qu'on disait là, justement sur ces Mm. dernières années, est-ce que toi-même tu as vu arriver cette nouvelle vague d'investisseurs? Est-ce que tu as vraiment vu une différence? Je ne sais pas depuis combien de temps tu fais cette activité, mais est-ce que tu as vu une différence sur les dernières années par rapport à ça? Alors, oui, effectivement, on a aujourd'hui certains investisseurs qui viennent nous voir en ayant pour optique, voilà, moi je commence à investir, je veux vivre de ça. Voilà, c'est un peu le premier, le premier Ok. argument qu'on nous indique. Donc, effectivement, il y a un peu aujourd'hui cette mentalité-là qui a été développée par notamment la démocratisation de l'investissement locatif, les formateurs, effectivement, qui proposent des formations et qui promettent un petit peu que vous allez devenir rentier rapidement. Voilà, moi, j'ai toujours tendance à expliquer aux gens que l'investissement immobilier, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est quand même un investissement sur du long terme. On n'est pas sur du court terme. Du court terme, c'est très compliqué de faire de l'argent avec de l'investissement locatif, puisqu'au départ, c'est du patrimonial. Alors, je ne dis pas que c'est impossible de devenir rentier ou de vivre de cette activité, mais ça peut être possible à certaines conditions, c'est-à-dire qu'il va falloir s'investir, vraiment travailler sur cette activité, quitte à ce que ça devienne son activité principale en termes de temps, c'est-à-dire sur la location saisonnière, on a beaucoup plus de travail. Voilà, après, mixer avec d'autres stratégies. Mais à la base, l'investissement locatif, c'est du long terme.
Alors, ça peut générer des compléments de revenus, mais on est plutôt sur des investissements long terme ou sinon il faut rechercher, avoir une stratégie très agressive, rechercher des hauts niveaux de rendement. Mais qui dit haut niveau de rendement, moi, c'est ce que j'explique toujours, dit haut niveau de risque. On est C'est-à-dire, d'accord. au niveau de rendement, vous faites de la location saisonnière sur des secteurs où parfois la réglementation change. Il y a de la gestion qui est compliquée. Vous avez des coûts de gestion qui se révèlent être souvent assez élevés et dans la pratique plus élevés que ce qu'on avait prévu au départ. Voilà. Moi, j'aime bien dire qu'il faut y aller progressivement également, hein, parce que c'est une activité qui est quand même contraignante. Il ne faut pas dire l'immobilier, c'est de la gestion passive, parce que ça, ce n'est pas la réalité du terrain. Donc, tu dois, tu dois en savoir quelque chose. C'est Quand clair. on a des biens immobiliers, on se rend vraiment compte de ce que c'est. Non, ce n'est pas totalement passif. Ça demande quand même du temps, en fait, hein, déjà, à mettre en place les choses. Donc, je pense que c'est toujours bien d'y aller progressivement et justement de se lancer sur des projets avec des difficultés, enfin y aller par niveau en fait. C'est ça. Ne pas se lancer au départ sur un projet trop ambitieux parce qu'on risque vraiment de se louper. Et après, c'est problématique pour continuer à investir. Mais voilà, il faut y aller, je pense, c'est ça, progressivement. Tout est possible quand on y met les moyens, mais c'est vrai que parfois, aujourd'hui, cette vision-là que l'on rencontre sur le web, ça peut perturber certains qui sont persuadés qu'au bout d'un an, ils vont finir rentiers, ils vont être rentiers dans l'immobilier. Ça, c'est pas la réalité. Ça peut être possible, mais ça va prendre un peu de temps. Ouais. Et voilà, faut y aller par étapes, je pense. En plus, on est vraiment sur une tendance de fond et qui dépasse même le cadre de l'immobilier parce qu'on est je trouve personnellement qu'on est dans un monde avec énormément de court-termistes en fait. On est dans une société où on veut aller hyper vite dans plein de domaines et on voit que ça a plein de conséquences. Et le problème, c'est que comme on ne parle pas toujours des conséquences, on ne veut pas les rendre visibles, on passe toujours sur ces côtés-là et on se concentre sur les personnes qui, soi-disant, ont réussi rapidement. Sauf que on peut prendre X exemples, il y a toujours un travail de longue haleine qui est en amont, en fait, et qu'on ne va pas forcément montrer parce qu'on préfère montrer le résultat. Moi, je sais que j'ai toujours adoré, en fait, suivre les parcours de personnes qui sont dans le milieu, j'allais dire, depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, parce que là, on a un vrai recul. On est capable de discuter avec ces personnes-là, qu'elles nous expliquent le parcours qu'elles ont eu, les étapes par lesquelles elles sont passées, comme tu l'as dit si bien, d'y aller de façon comment dire, croissante, de vraiment prendre des projets qu'on sera capable de mener à bien. Moi, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne avec deux investisseurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi et c'est hyper enrichissant parce que là, on sort de juste je veux y arriver en un an. Là, on est vraiment sur des personnes qui nous remettent la réalité en face des yeux. Comme tu le dis si justement, certes, on peut comment dire, construire un patrimoine, mais ça demande du travail, ça demande du temps. Je pense vraiment que là, on est sur quelque chose qui devient problématique pour certaines personnes et comme je l'ai dit, c'est pas toujours les choses qu'on voit, donc on a l'impression que ça n'existe pas, mais si, il y a quand même des personnes qui se cassent la figure dans l'immobilier. Tu dois en voir aussi dans le domaine de la création d'entreprises, et c'est le cas dans plein d'autres domaines. Je te donne juste un exemple. Moi, je discute des fois avec. J'ai des amis qui me disent, même en salle de sport, c'est ça, parce qu'ils voient arriver des jeunes qui veulent devenir musclés, mais rapidement, en fait. Ils vont faire 2, 3 semaines et ils n'auront pas les résultats qu'ils recherchaient, et en fait, ils vont abandonner ou alors ils vont commencer à prendre des produits. Et ça, c'est vraiment une vision. Moi, je sais que ça vient peut-être de mon éducation, mais j'essaie de vraiment partir sur la durée, en fait. C'est la même chose Mm. en bourse. J'ai cette vision-là. Et je pense que c'est quelque chose qui nous permet de nous prémunir de certains travers. Au niveau de ma dernière question, justement, par rapport à cette Mm. vague de nouveaux investisseurs, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Tu as vu que quand on parlait du financement, là, on est vraiment sur un durcissement des règles qui impacte Mm. réellement les investisseurs parce que là, au niveau du Haut Conseil de stabilité financière, on voit qu'il y a des marges de manœuvre, mais qui sont quand même beaucoup liées à la résidence principale. Les investisseurs, ça devient compliqué. Est-ce que toi, de ton côté, tu vois déjà l'impact de ces mesures-là? Comment ça se passe en fait de ton côté? Oui, alors on voit vraiment l'impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de toute façon en nom propre, on est assez vite limité pour pouvoir investir. Parce qu'effectivement, les banques aujourd'hui doivent respecter ces ratios d'endettement.
donc c'est 35% à titre particulier d'endettement. Donc les banques peuvent déroger sur certains dossiers, sur certains profils. Souvent d'ailleurs, c'est pour de la résidence principale. Donc en fait, en fonction de ces revenus, on va être très rapidement limité pour investir en nom propre. Donc de toute façon, le passage LMNP, LMP, on a un peu moins de problématiques ces derniers temps parce que de toute façon, en nom propre, on ne peut plus trouver de financement, ça c'est la réalité. Donc aujourd'hui, il existe quand même des solutions, mais il faut vraiment professionnaliser, se structurer, vraiment professionnaliser son activité si on veut continuer. Et ça passe par investir via des sociétés. Parce qu'effectivement, en fonction après des montages qui sont envisagés, les banques ne regardent plus forcément ce ratio d'endettement. Ça permet de sortir de ce cadre HCSF si on a investi en société. Donc la solution, effectivement, c'est pour ça je pense qu'il faut commencer en nom propre. Je pense que c'est très bien sur ce statut-là, LMNP, qui est vraiment intéressant fiscalement. Et ensuite, de toute façon, il faudra se professionnaliser parce que la banque ne prêtera plus en nom propre. Enfin, au-delà d'un certain niveau d'endettement, la banque ne prête plus. Ça, en plus, ça permet vraiment presque de, je ne vais pas dire faire le tri, mais comme c'est une grosse étape à franchir, ça permet de vraiment voir les personnes qui vont être capables de se poser des bonnes questions, comme tu le dis, de Mm. se structurer, et les personnes qui vont s'arrêter à ce palier-là en se disant, bon, bah, c'est bon, de toute façon, je ne peux plus investir, là, j'ai vraiment un coup d'arrêt. Moi, si je reprends mon exemple, ce n'est pas pour me donner un exemple forcément, mais comme c'est pour parler d'un cas concret. Moi, ça m'est arrivé sur le dernier appartement, c'était vraiment déjà le début où je sentais qu'il y avait un frein au niveau du financement et c'était avant l'obligation parce que c'était des recommandations, mais après c'est devenu des obligations. Mm. Là, on sent que c'est compliqué, mais finalement, je l'ai pris comme quelque chose d'intéressant parce que ça permet de sortir la tête du guidon et de se dire, OK, est-ce que ce que j'ai mis en place est déjà solide? Est-ce que je peux vraiment euh, m'appuyer dessus pour la suite ou est-ce que j'ai Mm. deux, trois choses à structurer davantage? Ça a été le cas, hein, et c'est encore le cas parce que j'ai encore des choses à faire par rapport à ça. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Après, là, la vidéo d'aujourd'hui, elle était parfois un peu technique peut-être, mais je pense que en plus, toi, c'est ton activité, donc je pense que tu pourras en parler des heures. Moi, ça m'intéresse, mais je pense qu'il faut absolument se plonger dedans et pas avoir peur presque de mettre les mains dans le cambouis parce qu'à un moment donné, ça fait partie du jeu, hein, comme tu l'as dit. On ne peut pas Mm. juste rester sur le domaine du rêve. Et si on a vraiment une ambition sur la durée, c'est forcément des choses qu'on doit avoir en tête. Parce que si on ne les a pas en tête, on va s'arrêter assez rapidement. Et comme tu le dis, non propre, c'est bien, mais ça a ses limites. Et en ce moment, on est vraiment sur des limites qui sont de plus en plus visibles par rapport au financement. Donc, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'ai une toute petite question bonus par rapport à... Parce que moi, je t'ai découvert sur Instagram il y a déjà un certain temps. Et après, j'ai vu que tu faisais aussi des vidéos. C'est quoi, en fait, quelle est ta démarche, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Pourquoi tu as choisi de démarrer une activité sur Internet? Bah, en fait, ça répond aussi un peu à ta question du départ. Quels sont les freins à venir voir un expert comptable? C'est-à-dire qu'on est une profession encore, je pense, qui fait un petit peu peur. On n'ose pas forcément nous appeler, pousser la porte du cabinet, venir nous voir. Et moi, l'idée en proposant du contenu en ligne, c'était un peu de démocratiser les choses. De voir effectivement que l'entrepreneuriat, ça reste accessible. Même chose pour l'investissement immobilier. Donc, c'est plutôt dans une logique de partager des notions, d'essayer d'expliquer les bases, les choses simplement et de démocratiser un petit peu les choses et faciliter l'accès. Bah, écoute, je trouve que c'est vraiment réussi hein, parce que du coup, effectivement, j'ai moins peur maintenant. Tu vois, j'arrive à discuter avec toi. Je ne suis pas inquiet. Et, et c'est vrai que comme c'est pas forcément des vidéos qu'on a l'habitude de voir, moi, je regarde régulièrement, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je regarde tes vidéos. Même dans le domaine de la création d'entreprise, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe et ça permet de rendre la chose un peu plus concrète et Mm. de mieux prendre connaissance d'un domaine qui, comme on disait, peut paraître soit flou, soit qui peut faire peur. Donc, je mettrai dans la description de toute façon le lien de ton compte Instagram, de ta chaîne YouTube, pour que les personnes qui ont suivi cette vidéo puissent te découvrir, puissent te suivre aussi. Donc, un grand merci à toi pour avoir accepté cette interview.
Et s'il y Merci à a toi, Anthony. merci, c'est gentil. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Après, s'il y a des questions que je peux te transmettre, on verra si tu as l'occasion d'y répondre. Mais je pense que déjà là, tu as fait un portrait assez détaillé de ce dont on a besoin quand on démarre l'investissement immobilier. Et tu as même parlé de ce qu'on doit avoir en tête au moment où on franchit un certain palier. Donc, vraiment très, très intéressant. Même moi, c'est comme je t'ai dit, comme c'est un peu dans la phase dans laquelle je suis en ce moment, c'est aussi des choses qui permettent d'ouvrir un peu plus les yeux par rapport à ça. Donc, un grand merci à toi. Et puis, de toute façon, on Merci, continue Anthony. à échanger, que ce soit sur Instagram ou Oui, autrement. à très bientôt pour une prochaine interview, une Ok, ça prochaine marche. technique. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt, Célia. Très bien, merci. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires si vous avez la moindre question. C'est des questions que je pourrais transmettre éventuellement à Célia. Et dites-moi également si vous avez apprécié ce format de vidéo. C'est des choses que je peux renouveler dans le futur en corrigeant un tout petit élément que j'ai vu une fois que l'enregistrement s'est terminé. C'est que l'écran n'était pas scindé en deux. Je pense que visuellement, ça aurait été plus sympa de voir les deux interlocuteurs en permanence. Donc ça, c'est un réglage que je viens de découvrir une fois que l'enregistrement s'est terminé. Mais encore une fois, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on s'améliore. Fait vaut mieux que parfait. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.